Je me souviens encore de la façon dont mon cœur battait à tout rompre ce matin-là. Je me tenais devant l'ensemble de notre service financier, m'attendant à une rapide mise à jour trimestrielle. Clarissa Bain, notre PDG, est entrée avec un regard sévère. Ses talons aiguilles claquaient contre le sol ciré comme le marteau d'un juge. Elle n'a salué personne. Elle m'a regardé et a dit, « Léa, s'il te plaît, avance-toi. » Mon estomac s'est effondré. Je suis sorti, incertain de ce qui se passait. Puis elle a lâché la bombe, Léa Collins a détourné 85 000 $. Sa voix résonnait comme un haut-parleur dans mes oreilles. Les gens haletaient. Les visages passèrent de la curiosité au choc, puis au dégoût. Je ne pouvais pas respirer. Avant que je puisse parler, la sécurité était à mes côtés. « Vous êtes par la présente licenciée, » dit Clarissa, levant le menton comme si elle tenait la haute moralité. « Nous en avons la preuve. Ce n'est pas négociable. » Mes joues me brûlaient. Mes collègues ont chuchoté. J'ai entendu quelqu'un dire, « Elle a toujours semblé si digne de confiance. » J'ai supplié Clarissa de m'entretenir en privé, mais elle m'a renvoyé d'un geste de la main. La sécurité a pris mon badge. J'ai été escorté comme un criminel. Mon esprit tournait. J'avais envie de crier pour me défendre, mais aucun mot n'est sorti. Alors que les portes du bureau se fermaient derrière moi, j'ai réalisé que tout ce pourquoi j'avais travaillé venait de me glisser entre les doigts en un instant brutal. J'ai rejoué la matinée dans ma tête, essayant de comprendre comment les choses avaient dégénéré si rapidement. Quelques heures seulement avant cette réunion, j'étais dans mon bureau en train d'étudier les dossiers financiers. Quelque chose ne tournait pas rond. Il nous manquait un élément de campagne, un écart de 85 000 $. J'étais resté tard la nuit précédente pour m'assurer que tout était réglé pour l'examen trimestriel. C'est alors que j'ai repéré les étranges transactions. Il semblait que l'argent était mélangé entre les comptes sans aucune explication. Il est apparu dans mon logiciel financier spécialisé comme une alerte rouge flagrante. Mon instinct m'a dit de contacter Clarissa d'abord, tranquillement. Elle avait toujours insisté sur une communication directe chaque fois que nous trouvions des anomalies. Alors, je lui ai envoyé un email, « Clarissa, il y a une grosse incohérence dans le grand livre du 3e trimestre. Il faut en discuter de toute urgence. » J'ai même joint des captures d'écran. Puis j'ai attendu et attendu. Aucune réponse. Au matin, je ne savais pas qu'elle était sur le point de m'accuser d'être le voleur. Je me souviens avoir tapé un deuxième message, « Et Clarissa, nous devrions parler avant la réunion, mais je ne l'ai jamais envoyé. » Cela n'aurait pas eu d'importance. Elle avait déjà planifié mon humiliation publique. En quittant le bâtiment, j'ai serré mon sac d'ordinateur portable en tremblant. J'ai pensé, cela ne peut pas être réel. Mais le trou dans mon ventre me disait le contraire. J'étais en train d'être piégé. Le lendemain de mon licenciement, les accusations de Clarissa se sont propagées comme un virus. Elle a publié une courte note sur la société Slack, « Nous avons le regret d'informer le personnel que Léa Collins a été découverte en train de détourner des fonds. Veuillez adresser toute question au RH. » C'était tout. Certains collègues, des gens que je considérais comme des amis, ont arrêté de répondre à mes SMS. Je les ai vus lire mes messages en temps réel puis disparaître. L'écran de mon téléphone affichait, « Message lu, sans réponse. » Mes contacts se sont tus. Même après des années de collaboration, la loyauté ne signifiait rien face à un scandale. J'ai consulté LinkedIn à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi, mais j'ai commencé à remarquer que les recruteurs, qui avaient hâte de parler il y a une semaine, me faisaient désormais aussi fantôme. Mes demandes par courrier électronique ont disparu dans les airs. L'un d'eux a répondu une fois, d'une seule ligne, « Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas continuer. » L'emprise de Clarissa sur le monde des affaires locales était forte. Elle était connue pour son style impitoyable. Les gens l'aimaient ou la craignaient. Apparemment, il était plus sûr de me mettre sur liste noire que de remettre en question son jugement. Assis à ma petite table de cuisine, je me sentais vide. Ma réputation, que j'avais passé des années à bâtir, s'effondrait. La campagne de diffamation fonctionnait et j'étais impuissant à l'arrêter ou du moins pour le moment. Lorsque mon visage est apparu dans les journaux économiques locaux, j'ai senti mon dernier lambeau de dignité s'arracher. Le titre disait, « Une étoile financière montante accusée de détournement de fonds chez Vin & Company », mon nom et ma photo étaient juste en dessous. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Les commentaires en ligne ont afflué sous l'article.
Des gens que je ne connaissais même pas m'ont traité de traître avide et de sensu contraire à l'éthique. Mes notifications LinkedIn ont explosé de messages haineux. L'un d'eux a lu « Comment avez-vous pu faire cela à une entreprise qui vous a tant donné ?» Un autre a dit « Profitez de la prison, racaille ». J'ai essayé de me défendre. J'ai publié une courte mise à jour « Je suis innocent ». Il y a plus dans cette histoire. Mais la réaction a été immédiate. Des étrangers exigeaient des preuves ou me disaient de me taire. J'ai réalisé que je menais une bataille perdue d'avance devant le tribunal de l'opinion publique. J'ai donc désactivé mes comptes sur toutes les plateformes. À ce moment-là, je me sentais plus seul que jamais. Mon téléphone vibrait constamment, mais il ne s'agissait plus d'appels de soutien. C'étaient d'anciens clients qui me demandaient si je leur avais aussi volé. L'anxiété est devenue si forte que j'ai commencé à éviter mon propre reflet dans le miroir. L'étiquette de voleur me suivait partout. Les factures se sont accumulées sur le comptoir de ma cuisine. Mes économies étaient modestes et elles se sont rapidement épuisées. Une fois que j'ai réalisé que personne n'allait m'embaucher avec ce nuage au-dessus de mon nom, j'ai fini par vendre les meubles de mon salon, mon canapé, mon fauteuil et même la table basse juste pour couvrir le loyer du mois suivant. Chaque jour, je sombrais plus profondément dans le désespoir. Je me sentais humilié, fauché et isolé. Je passais mes nuits sur un matelas à même le sol, parcourant des offres d'emploi qui semblaient hors de portée. Mon esprit ne voulait pas se calmer. La question « Pourquoi moi ?» n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas ignorer. Les chiffres ne concordaient pas. Si j'avais réellement volé 85 000 $, il aurait dû y avoir une trace visible dont j'ai bénéficié. Pourtant, mon compte bancaire avait à peine de quoi faire l'épicerie. J'ai pensé aux transactions bizarres, aux documents manquants. Cette nuit-là, j'ai fait les 100 pas dans mon salon vide, le revoyant encore et encore. Une lueur de détermination éclata. Ce n'était pas un problème aléatoire. Quelqu'un l'avait orchestré. Les mouvements de Clarissa étaient trop rapides, trop publics. Malgré mon désespoir, j'ai ressenti le besoin de creuser plus profondément. Soit je blanchissais mon nom, soit je les laissais gagner et je n'étais certainement pas sur le point de les laisser gagner. Juste au moment où je pensais qu'il ne restait plus personne, j'ai reçu un texto de Jonah, « Je te crois. Parlons-en ». Jonah était un informaticien junior chez Vin & Company. Il avait toujours été silencieux, mais chaque fois que nous discutions près de la machine à café, il était gentil. Quelques heures après le texte, je l'ai rencontré dans un petit café à la périphérie de la ville. Il se glissa dans la cabine, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et se pencha. « Je sais que tu ne l'as pas fait », murmura-t-il. « Je pense que quelqu'un a placé ces fichiers. J'ai trouvé quelque chose de suspect dans les journaux du serveur avant de me verrouiller. » Mon cœur battait à tout rompre. « Que veux-tu dire ?» j'ai demandé. Il déglutit difficilement. « Ils ont utilisé votre identifiant à des heures impaires, à des heures où vous n'étiez pas en ville pour cette conférence. J'ai vérifié l'adresse IP. Elle ne correspondait pas à votre domicile ou à votre bureau. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Il y avait donc des preuves réelles que quelqu'un s'était fait passer pour moi. Pourquoi n'en as-tu pas parlé au RH ? J'ai appuyé. Jonas secoua la tête. Ils sont dans la poche de Clarissa. Je serai viré aussi. Il a ensuite glissé une petite clé USB sur la table. J'ai économisé ce que je pouvais avant de me retrouver en lockout. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Un élan d'espoir a remplacé mon désespoir. Peut-être que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Cette nuit-là, j'ai inséré la clé USB de Jonah dans mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient, à la fois de nervosité et d'excitation. C'était ma première vraie piste depuis l'éclatement du scandale. Sur celui-ci, j'ai trouvé un fichier texte contenant des journaux de serveurs partiels. Ils ont montré une connexion en dehors des heures d'ouverture sous mes informations d'identification, marquées d'un horodatage du jour exact de mon voyage. Je me suis souvenu de ce voyage. J'étais à Chicago lors d'une conférence sur les technologies financières. Je n'avais aucun moyen de me connecter au système bureautique. Mon alibi était hermétique. Mais voir mon nom d'utilisateur sur ces journaux m'a fait retourner l'estomac. Quelqu'un avait eu beaucoup de mal à me faire passer pour moi. Le journal a également révélé une tendance anormale. La connexion provenait d'une adresse IP éloignée du bureau, quelque part en banlieue. Je me l'ai transmis, en revérifiant tout.
C'était le fil d'Ariane dont j'avais besoin. Mais le reste des données manquait. Le journal s'est terminé brusquement. C'était comme si quelqu'un avait essayé d'effacer la trace mais avait oublié de tout nettoyer. J'ai regardé. Sur mon écran, le cœur battant, j'avais la preuve que je ne mentais pas, et cela renvoyait directement à la personne qui m'avait piégé. Jonah m'a appelé le lendemain matin, la voix tremblante d'excitation. J'ai retrouvé l'adresse IP, a-t-il déclaré. Cela vient d'une maison privée, celle de Clarissa. Mon cœur s'est presque arrêté. Clarissa n'avait jamais personnellement géré les finances quotidiennes, elle était la PDG globale, se vantant toujours de la façon dont elle laissait les petits détails à ses spécialistes. Mais Jonah m'a rappelé quelque chose d'important, Clarissa n'était pas la seule à vivre dans cette maison. Son mari, Derek Bain, était consultant à temps partiel pour l'entreprise. Il avait une certaine expérience en banque d'investissement. Il venait au bureau de temps en temps, toujours avec une mallette coûteuse et un sourire suffisant. Honnêtement, je ne l'ai jamais aimé. Je me souviens de plusieurs fois où Derek m'avait posé des questions étranges sur la façon dont je gérais les approbations financières de l'entreprise. Il avait dit que c'était pour un projet spécial mais n'avait donné aucun autre détail. Je l'avais ignoré parce que Clarissa m'avait dit de coopérer avec lui. Désormais, les pièces du puzzle s'alignaient. Derek avait peut-être des raisons d'accéder au système et les connaissances nécessaires pour falsifier les transactions. La possibilité que Clarissa ait conspiré avec lui ou au moins fermé les yeux m'a fait frissonner. Quelque chose d'important se passait et je commençais tout juste à en voir les limites. J'ai passé l'après-midi suivant à revérifier les anciens dossiers financiers que j'avais sauvegardés. C'est alors que j'ai repéré un nom de fournisseur étrange, Grayson Logistique. Je me souviens avoir scanné ce nom il y a un mois, mais je n'avais jamais vu de produit ou de service réel qui y était lié. Les approbations de paiement avaient grimpé en flèche au cours du dernier trimestre, le tout sous mon autorisation. J'ai plongé plus profondément. Grayson Logistique n'avait pas d'adresse réelle dans notre base de données principale. Ensuite, j'ai trouvé une note dans un onglet masqué faisant référence à un identifiant de compte offshore qui correspondait à un autre élément de campagne. Mon estomac s'est retourné. Ce vendeur fantôme était une façade. L'argent était siphonné en petits morceaux, tous autorisés sous mon identifiant d'employé. J'ai imaginé Derek à son bureau, transférant tranquillement des fonds, falsifiant les signatures numériques et attendant que le total atteigne 85 000 $. C'était parfaitement logique. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour éloigner les soupçons, et comme Clarissa contrôlait tout, j'étais la cible la plus facile. J'ai envoyé à Jonah une capture d'écran, faux fournisseur, compte offshore. C'est énorme, répondit-il en quelques secondes. Je le savais. J'ai senti une colère monter en moi, mêlée de peur. Maintenant que j'avais la preuve que Derek détournait de l'argent, la question était, comment puis-je blanchir mon nom sans me faire écraser à nouveau par le pouvoir de Clarissa? Quelques nuits plus tard, Jonah m'a rappelé, la voix basse. Je suis au bureau. J'ai l'ordinateur portable de Derek. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il a expliqué avoir profité de gros travaux de maintenance qui ont nécessité l'arrêt d'une partie du système de sécurité. Je l'ai supplié de faire attention. S'il se faisait prendre, cela pourrait entraîner des ennuis juridiques ou pire, mais Jonah était déterminé. Il a dit que Derek avait laissé son ordinateur portable enfermé dans un tiroir. Jonah possédait les clés de secours informatiques, apparemment un avantage de son travail. 1 heure plus tard, Jonah s'est présenté à mon appartement avec un disque dur externe à la main. J'ai cloné toute sa machine, dit-il, les yeux écarquillés d'excitation et de terreur. Mon cœur battait à tout rompre. Je lui ai fait signe de s'asseoir à ma table à manger, qui était désormais aussi mon bureau de travail. Nous avons branché le lecteur et attendu que les fichiers se chargent. La structure des dossiers était protégée par plusieurs couches de cryptage, que Jonah a commencé à déchiffrer avec un outil spécialisé. Pendant que cela fonctionnait, Jonah me regardait nerveusement. Si quelque chose ici confirme votre innocence, il nous faudra peut-être encore plus pour que cela dure. Clarissa contrôle tellement de gens. J'ai croisé son regard. Nous ferons tout ce qu'il faut. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une montée d'adrénaline qui n'était pas de la peur, mais de l'espoir. Tard dans la nuit, tandis que l'outil de décryptage de Jonah bourdonnait, j'ai parcouru les anciens emails de Derek. Une ligne d'objets a attiré mon attention, calendrier de l'audit interne pour le 3e trimestre. Mes yeux se tournèrent vers la date, c'était des mois avant mon licenciement. À l'intérieur,
j'ai trouvé une chaîne de mails faisant référence à l'audit trimestriel. Au début, cela ressemblait à une procédure standard, l'équipe financière souhaitait effectuer une vérification de routine des comptes. Mais ensuite j'ai vu un message court et direct de Clarissa à Derek, assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit pendant le 3e trimestre. Juste après cela, Derek a répondu, entendu, l'audit a été reporté Sindai. Cet audit n'a jamais eu lieu et aucun d'entre nous ne l'a jamais remis en question. Nous avons supposé que Clarissa souhaitait réaffecter ses ressources à un projet important. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait cacher quelque chose. Mon pouce accéléra. C'était un signe clair, ils ont manipulé le système pour éviter d'être détectés. Si cette vérification avait eu lieu, le vol de 85 000 $ aurait été découvert de leur côté, pas du mien. Ils avaient prévu cela depuis des mois, attendant le bon moment pour en imputer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Le puzzle était presque terminé, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que l'implication de Clarissa allait plus loin que le simple fait d'ignorer les crimes de Derek. J'avais l'impression qu'elle était le cerveau de toute cette configuration. Je ne pouvais pas affronter Clarissa et Derek seul. J'avais besoin de quelqu'un avec autorité pour me soutenir. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Marisol, mon ancienne mentor lors de mes stages d'études supérieures. Elle était maintenant auditrice dans un organisme de réglementation majeur. Je lui ai confié ma vie. Sa voix était calme lorsque j'ai expliqué la situation au téléphone. Vous êtes dans une situation difficile, dit-elle. Mais si vous avez des preuves ou des preuves réelles, les autorités vous écouteront. Je lui ai parlé des journaux du serveur, de l'ordinateur portable cloné, du fournisseur fantôme et de l'audit manquant. Elle fit une pause, puis dit, Léa, envoie-moi tout ce que tu as, mais comprends qu'une fois que cela deviendra officiel, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai jeté un coup d'œil autour de mon appartement vide, me rappelant que je n'avais plus rien à perdre. Je suis prêt, dis-je. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi aux conséquences possibles. Derek et Clarissa avaient du pouvoir, des relations et de l'argent. Ils se battraient bec et ongle pour que cela reste silencieux, mais s'ils m'avaient appris une chose, c'est que je devais me battre avec autant d'acharnement. Je me tenais dans ma cuisine, le cœur battant. Si je tombais en flammes, au moins je le ferais en sachant que je me suis défendu. Et si je réussissais, je blanchirais mon nom et je les exposerais tels qu'ils étaient réellement. J'ai décidé de secouer la cage de Clarissa. En utilisant un compte de messagerie anonyme, j'ai envoyé un court message, et si quelqu'un découvre que votre mari siphonne l'argent via des comptes fantômes? Les chiffres du 3e trimestre sont compliqués. Parlons. J'ai senti un étrange frisson me frapper au ventre au moment où j'ai appuyé sur envoyer. Les minutes passèrent, puis les heures, aucune réponse. J'ai vérifié la boîte de réception du graveur de manière obsessionnelle. Toujours rien. Clarissa était connue pour ses réponses rapides et enflammées. Ce silence semblait inquiétant. Au lieu de cela, elle a envoyé un SMS sur mon téléphone personnel, ce qu'elle n'avait pas fait depuis mon licenciement. Le texte est apparu à minuit, arrêtez de jouer à des jeux. Vous êtes au-dessus de votre tête. J'ai regardé le message, le souffle coupé dans ma gorge. Elle ne confirmait ni ne niait rien. Elle me prévenait simplement. C'était une menace destinée à m'effrayer, mais j'avais déjà pris ma décision. Je me suis souvenu d'un vieux souvenir de Clarissa me faisant l'éloge lors d'un examen annuel. Tu es trop honnête, et j'aime ça. Cela garde tout le monde sur ses gardes. Le souvenir est devenu aigre. Maintenant, elle n'a jamais voulu l'honnêteté ou elle voulait un bouc émissaire dont elle pourrait se débarrasser à sa convenance. J'ai répondu, je n'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Puis appuyé sur envoyer. Mes mains tremblaient, mais ma détermination était ferme. Le lendemain, Jonah m'a envoyé un fichier intitulé Images de la salle des serveurs. Il s'agissait d'une vidéo d'une caméra de sécurité datant de 3 nuits avant que l'accusation de détournement de fonds ne fasse surface. Dans le couloir faiblement éclairé, Derek est apparu vers minuit, glissant sa carte clé pour entrer dans la salle des serveurs. Il était seul. J'ai regardé attentivement, le souffle coupé. Derek se dirigea vers un terminal dans le coin, tapa furieusement, puis brancha une clé USB. L'horodatage de la caméra montrait qu'il restait là pendant près de 20 minutes, jetant parfois un coup d'œil par-dessus son épaule comme s'il attendait quelqu'un. Puis, il est parti. Cela n'aurait peut-être pas semblé sinistre à un étranger, mais pour moi, cela criait à la culpabilité. Derek n'avait aucune raison d'être dans cette salle de serveur, surtout à cette heure-là. Si Clarissa disait la vérité sur mon vol de fonds,
Pourquoi son mari fouinait-il autour des serveurs en pleine nuit? Je l'ai imaginé élaborant soigneusement la trace papier numérique sous mon nom. J'ai transmis les images à Marisol avec un bref message, une pièce de plus du puzzle. Cette nuit-là, j'ai parcouru le sol, ressentant à la fois la peur et le triomphe. Nous étions sur le point de l'exposer, mais je savais aussi qu'à tout moment, Derek ou Clarissa pourraient à nouveau renverser la situation. En fouillant dans les dossiers de Derek, Jonah et moi avons commencé à avoir une vision beaucoup plus large. Il ne s'agissait pas seulement d'environ 85 000 $, des sommes plus importantes avaient été discrètement investies dans des investissements de luxe au cours de l'année dernière, des biens immobiliers, des voitures et même un quai de bateau privé dans une marina à l'extérieur de l'État. Nous avons trouvé plusieurs fausses factures de conseil, chacune ne répertoriant aucun service réel mais des frais élevés. Derek avait mis au point un système pour acheminer l'argent de l'entreprise vers de faux fournisseurs, puis le transférer vers des investissements personnels. C'était un jeu de coquilles bien conçu. Mais le plus choquant a été le silence des paiements. D'anciens salariés qui avaient démissionné dans des circonstances mystérieuses auraient reçu d'importantes sommes forfaitaires. Certains avaient déjà occupé des postes en finance ou en conformité. Cela signifiait que Clarissa et Derek avaient acheté le silence bien avant de me piéger. Je me sentais malade. J'ai imaginé chaque paiement silencieux comme une autre vie détruite, quelqu'un qui aurait pu essayer de s'exprimer mais qui aurait été réduit au silence par un gros chèque. Maintenant, ils ont essayé de me faire taire en me poussant dehors avec des accusations. Au lieu de cela, j'ai réalisé que le vol était d'une ampleur que je n'avais pas imaginée. Les 85 000 $ n'étaient que la dernière pièce. Ils m'ont choisi, une analyste financière de confiance, comme fille d'automne pratique. Et ce faisant, ils ont trahi toute la loyauté dont j'avais fait preuve. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était tremblante. Je m'appelle Denise. Je travaille au RH chez Veillant & Compagnie. Je veux vous aider. Au début, j'étais méfiant, mais Denise avait l'air désespérée. Elle a déclaré, j'ai été obligé de modifier des dossiers pour justifier votre licenciement. Ils ont menacé mon travail, mais j'ai fini. Mon cœur s'emballa. C'était une confirmation de l'intérieur de l'entreprise qu'ils avaient falsifié mes fichiers. J'ai demandé comment elle m'avait trouvé. Elle dit doucement, Jonah m'a dit que tu ripostais. Je ne peux pas vivre avec la culpabilité. Denise a révélé que Clarissa. Elle lui avait personnellement ordonné d'ajuster les horodatages et de modifier mon dossier RH pour afficher un avertissement préalable concernant des problèmes éthiques. Cet avertissement n'a jamais existé en réalité, tout cela faisait partie de la création d'une trace écrite, donc mon licenciement semblait légitime. Elle était prête à témoigner devant les autorités si je pouvais lui garantir une certaine protection. Je lui ai dit que je ne pouvais rien garantir, mais que je ferais de mon mieux pour garder son nom secret jusqu'au bon moment. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la colère. Clarissa et Derek avaient contraint le personnel à mentir. Aujourd'hui, pour la première fois, un initié était prêt à s'exprimer. J'ai passé une semaine blanche à compiler chaque élément de preuve, les journaux du serveur, les données clonées de l'ordinateur portable, les images de sécurité, les transactions des vendeurs fantômes, le témoignage de Denise et les enregistrements de paiement secrets. Le tout totalise près de 40 pages, plus des captures d'écran et des pièces jointes. Je l'ai appelé Projet Vérité. J'ai tout envoyé à Marisol dans un énorme dossier crypté. Dans mon email de couverture, j'ai écrit « C'est tout ce que j'ai. Si quelque chose m'arrive, ne laissez pas cela disparaître. » Marisol a répondu 1 heure plus tard, j'ai examiné les faits saillants. Cela suffit pour ouvrir une enquête à grande échelle. Attendez-vous à avoir des nouvelles des régulateurs bientôt. J'ai fermé mon ordinateur portable, respirant lourdement. Ce n'était plus entre mes mains maintenant. Une vague de soulagement m'a frappé, suivie d'une vague de terreur. Clarissa et Derek se rendraient vite compte que je ne restais pas silencieux, et s'ils réagissaient comme des animaux acculés, qui savaient ce qu'ils pourraient faire ensuite. J'ai appelé Jonah et Denise pour les prévenir. Tiens bon, dis-je. Nous pourrions être confrontés à un retour de flamme. Pourtant, aucun de nous n'a hésité. La vérité était sur le point d'éclater et il n'y avait pas de retour en arrière possible. 2 semaines plus tard, l'autorité de régulation, l'agence de Marisol, a pris d'assaut les bureaux de Veillant & Compagnie. Ils ont amené des documents officiels, des enquêteurs et des jurys comptables. Un ami à l'intérieur du bâtiment m'a envoyé un texto, ils sont là. C'est le chaos. En quelques heures, Clarissa laissait des messages vocaux frénétiques sur mon téléphone,
tous plus paniqués les uns que les autres. Léa, discutons en privé, a-t-elle plaidé. Nous pouvons résoudre ce problème sans impliquer des étrangers, a-t-elle supplié dans une autre. Son ton confiant et contrôlant avait disparu. Elle avait l'air désespérée. Je n'ai pas répondu. Pourquoi devrais-je? Elle ne m'a fait aucune courtoisie lorsqu'elle a traîné mon nom dans la boue. Maintenant, elle voulait un règlement tranquille, un accord secret pour que son empire ne s'effondre pas. Je n'avais pas l'intention de les laisser dissimuler cela. Denise a confirmé que les enquêteurs avaient saisi des dossiers RH. Jonah a signalé que les journaux avaient été extraits pour examen médico-légal. Chaque élément de preuve que nous avions découvert était en cours de validation, y compris les activités suspectes de Derek. Une partie de moi était heureuse de ne pas être là pour assister à l'effondrement, mais une autre partie souhaitait pouvoir voir le visage de Clarissa alors que les enquêteurs révélaient chaque stratagème illégal. Après des semaines de honte et de désespoir, le vent tournait enfin. Le lendemain, mon téléphone a encore explosé, cette fois avec une tonalité différente. Les médias rapportaient que Vin & Co faisait l'objet d'une enquête pour fraude interne. Les photos de Clarissa et Derek faisaient la une des journaux. Des histoires détaillaient les transactions suspectes et les possibles licenciements abusifs. J'ai trouvé mon nom mentionné dans des articles critiquant Vin & Co pour m'avoir qualifié de voleur sans preuve appropriée. Quelques journalistes m'ont contacté pour commenter. J'ai fait une brève déclaration, soigneusement formulée, je coopère avec les autorités et je maintiens mon innocence. Les réseaux sociaux ont changé du jour au lendemain. Sur Twitter, les gens ont commencé à tweeter des choses comme « Justice pour Léa ». La même foule en ligne qui m'avait autrefois traité d'ordure a maintenant critiqué Clarissa pour avoir détruit ma vie. Mon image publique est passée d'un paria coupable à un lanceur d'alerte potentiel. Le cours des actions de la société a chuté. Les actionnaires ont lancé leur propre enquête. Les analystes prévoyaient que les conséquences seraient énormes, affectant non seulement la réputation de Clarissa mais aussi l'avenir de l'entreprise dans son ensemble. En parcourant ces mises à jour, un étrange calme s'est installé sur moi. J'étais soulagé, oui, mais aussi engourdi. C'était la justification publique que j'espérais, mais j'ai réalisé à quel point ma vie personnelle avait été endommagée. Pourtant, j'avais enfin ouvert la voie vers la vérité. Alors que l'enquête battait son plein, j'ai décidé qu'il était temps de parler publiquement en mon nom. J'ai enregistré une courte vidéo dans mon appartement clairsemé, caméra posée sur quelques livres. J'ai regardé droit dans l'objectif, sentant mon pouce accélérer. Je m'appelle Léa Collins, ai-je commencé. J'ai été accusé d'avoir volé 85 000 $ à Vin & Co, mais la vérité est que je n'ai pas volé un seul centime. J'ai été piégé. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots pénétrer. J'ai expliqué brièvement comment j'avais découvert les faux comptes de fournisseurs, comment Derek les avait orchestrés et comment Clarissa avait aidé à les dissimuler. Je suis resté simple et direct, en déclarant que les enquêteurs officiels étaient désormais impliqués. Mais plus important encore, j'ai dit vers la fin, j'ai volé ma vie. J'ai refusé de laisser de fausses accusations me définir. J'ai téléchargé la vidéo sur toutes les plateformes possibles. En quelques heures, c'est devenu viral. Ma boîte de réception a commencé à se remplir de messages d'étrangers proposant de l'aide. Les gens ont partagé des histoires sur les torts causés par les grandes entreprises. Les hashtags sur mon innocence sont à la mode. Assis dans ma cuisine ce soir-là, j'ai enfin ressenti un peu de paix. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je n'étais pas seul. Des milliers de personnes m'ont cru parce que j'avais la preuve et la volonté de me défendre. Peu de temps après que ma vidéo soit devenue virale, Clarissa a tenu une conférence de presse, debout derrière un podium. Elle ne ressemblait en rien à son ancienne personnalité confiante. Ses yeux étaient rouges et elle balbutiait dans des notes préparées, « Je regrette certains manquements en matière de surveillance dans mon entreprise », dit-elle. J'ai décidé de quitter mon poste de PDG. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée des activités de Derek, sanglotant en décrivant son choc et sa trahison. Mais c'était comme une performance. Moins d'une journée plus tard, Derek a été arrêté à leur maison au bord du lac. Des photos ont été publiées le montrant menotté, refusant de parler aux journalistes. Un titre titrait « Un consultant de Vin & Company accusé de fraude et de détournement de fonds ». J'ai regardé la couverture depuis le sol de mon salon, appuyé contre un mur nu là où se trouvait mon canapé. J'ai senti du soulagement m'envahir, mais aussi de la tristesse. Tant de carrières ont été impactées par ces deux-là. L'avidité de Derek et la soif de contrôle de Clarissa ont détruit l'intégrité de l'entreprise.
Les réseaux sociaux ont explosé avec des mises à jour sur l'arrestation de Derek. Certains initiés ont révélé que Clarissa l'avait jeté sous le bus pour sauver sa peau, fournissant ainsi des preuves au procureur. Leur image de couple autrefois puissant s'est brisée, tout comme les mensonges qu'ils ont construits autour de moi. Le jour où j'ai reçu la lettre officielle blanchissant mon nom a été inoubliable. Il a déclaré que les autorités n'avaient trouvé aucune preuve d'acte répréhensible de ma part. Au lieu de cela, ils ont confirmé une fraude importante orchestrée par Derek, avec la complicité active ou volontaire de Clarissa. Peu de temps après, mon avocat m'a dit que j'avais droit à un règlement pour licenciement abusif, diffamation et préjudice moral. Je n'arrivais presque pas à croire le chiffre, 2,3 millions de dollars. Ma mâchoire est tombée quand elle a lu les chiffres à haute voix. J'ai repensé à ce moment humiliant où Clarissa a annoncé mon détournement de fonds devant tout le monde. Elle m'a dépeint comme un criminel. Désormais, le monde connaissait la vérité, et le paiement était un rappel brutal qu'il ne pouvait pas se contenter de bafouer ma réputation. Les médias l'ont décrit comme une histoire de triomphe, une femme faussement accusée de fraude reçoit un règlement record. J'ai revu mon visage dans les gros titres, mais cette fois, c'était comme une justice plutôt qu'une malédiction. En marchant dans la rue, je n'avais plus peur des regards critiques ni des murmures étouffés. Si quelqu'un me reconnaissait, c'était souvent pour me féliciter ou pour me dire un mot de soutien. Le poids lourd que je portais pendant des semaines s'est levé et j'ai enfin pu respirer librement. Juste au moment où je pensais que mon histoire touchait à sa fin, une puissante société de capital risque m'a contacté. Ils étaient spécialisés dans le financement de startups innovantes mais avaient un code d'éthique strict. Après avoir vu ma vidéo virale et la couverture médiatique de mon cas, ils ont cru que je pouvais les aider à faire respecter des normes plus élevées. Ils m'ont proposé de diriger des audits éthiques pour les sociétés de leur portefeuille. J'ai failli lâcher le téléphone lorsque j'ai entendu le titre du poste et le salaire. Après tant de rejets et de peur, c'était surréaliste d'être recherché pour un travail qui correspondait parfaitement à tout ce que j'avais appris. J'ai rencontré leurs associés principaux dans une salle de conférence aux parois de verre au centre-ville. Ils m'ont écouté expliquer comment j'ai détecté la fraude chez Vin & Company, ce que c'était que d'être piégé et comment je faisais toujours confiance à une bonne comptabilité et à la transparence pour garder. Les entreprises ont été impressionnées par la fin de la réunion. J'avais une offre formelle en main. Mon histoire n'était pas seulement un récit édifiant, ces sociétés de capital risque voulaient en faire une étude de cas pour d'autres entreprises. Cela me semblait être le meilleur résultat possible, transformant mon cauchemar en une leçon pour prévenir de futures injustices. C'est arrivé un mardi. Je sortais de mon nouvel immeuble de bureau, fier de mon nouveau départ, lorsque j'ai entendu une voix tremblante m'appeler par mon nom. Léa, je me tournai pour voir Clarissa debout, portant des lunettes de soleil surdimensionnées. Elle avait l'air frêle, presque un fantôme d'elle-même. Je me figeai, une vague d'émotions envahissant mon esprit, colère, pitié, frustration et une étrange tristesse. Elle s'est approchée de moi lentement, regardant autour d'elle comme si elle était gênée d'être reconnue. « S'il te plaît, Léa, dit-elle doucement. Pouvez-vous m'aider d'une manière ou d'une autre ? Mes avocats disent que je pourrais toujours faire face à des accusations criminelles si davantage de preuves me montrent la voie. Je n'en croyais pas mon courage. Après tout ce qu'elle m'avait fait, elle voulait mon aide. Ma mâchoire se serra. Pourquoi ferais-je ça ? J'ai demandé. Elle baissa le regard. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Derek est en prison, nos comptes sont gelés, je ne peux pas lancer ma nouvelle marque. Je suis ruiné. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis désolé pour vos ennuis, mais cela ne dépend pas de moi. Laissons la loi décider. Je me suis retourné pour m'éloigner et elle m'a attrapé le bras, les larmes aux joues. S'il te plaît. Je me dégageai, ma voix ferme. Vous m'avez viré pour un crime que je n'ai jamais commis. Maintenant, je n'en commettrai plus en mentant pour vous. Clarissa retomba, vaincue. À ce moment-là, j'ai vu que son pouvoir avait véritablement disparu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Clarissa après ce jour. La rumeur disait qu'elle avait évité la prison grâce à un accord de plaidoyer, mais ses finances étaient en ruine. Derek est resté derrière les barreaux en attendant son procès. Leur somptueux empire s'était effondré et le nom Vin & Company s'était dissous dans les gros titres sur la fraude des entreprises. Quant à moi, je me suis installé dans mon nouveau poste au sein de la société de capital risque. Mon équipe et moi avons visité des startups, audité leur système financier, leur apprenant à se prémunir contre la corruption et les exhortant à protéger leurs employés honnêtes. Partout où je suis allé,
les gens reconnaissaient mon histoire. Certains m'ont demandé de prendre la parole lors d'événements d'entreprise, et je l'ai fait avec plaisir. Si partager mon expérience évitait une autre injustice, cela en valait la peine. Ma vie personnelle a également commencé à guérir. Avec le règlement, j'ai trouvé un appartement confortable, remplacé mes meubles et commencé à planifier de petites vacances pour célébrer un nouveau départ. Fini le temps où l'on vivait dans la peur. Pourtant, la véritable victoire n'était ni l'argent ni le nouvel emploi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma voix avait du pouvoir. Je pourrais affronter un patron toxique, même aussi redoutable que Clarissa Vin, et en sortir plus fort à la fin. La vérité comptait, et cette vérité m'a libéré.